Habituellement, quand on parle de créer une nouvelle économie mondiale, on imagine un truc super lourd. Des décennies de traités internationaux, des banques centrales qui ajustent des taux en secret, ce genre de choses. Ouais, c'est clair. L'histoire nous a vraiment habitués à croire que la monnaie, c'est une force qui vient forcément d'en haut. Une infrastructure d'État, quoi. Pas vraiment un écosystème qu'on bricole depuis son smartphone dans le métro. Exactement. Et c'est en fait ce qui rend la date d'aujourd'hui, on est le 8 avril 2026, si cruciale. Dans ce décryptage, on va vraiment plonger dans une expérience socio-économique grandeur nature. Une expérience qui défie totalement cette vieille logique institutionnelle, pour le coup. Mais oui, on parle d'une application mobile, un truc qui a longtemps été perçu comme un banal jeu de tap to earn, tu sais, le genre d'appli où il suffisait de cliquer tous les jours pour gagner des points virtuels. Ouais, Pi Network. Et aujourd'hui, ils sont carrément en train d'orchestrer le test d'une véritable économie numérique mondiale avec ce passage au réseau principal ouvert, le fameux Mainnet. Et la mission de notre analyse aujourd'hui, c'est vraiment de dépasser tout le battage médiatique. On veut décortiquer la psychologie, les mathématiques et la tech derrière tout ça, pour ceux qui nous écoutent. Parce que l'enjeu, il dépasse largement la simple mise à jour logicielle. On va regarder les opportunités, mais aussi les murs économiques colossaux qui se dressent devant eux. Surtout ce gros risque d'hyperinflation dont tout le monde parle. Alors, commençons par le début, cette fameuse bascule de la simulation à la réalité. Pendant des années, l'écosystème tournait sur un testnet. Un environnement complètement fermé. C'est ça. Mais c'était quoi concrètement ce testnet? Par définition, un testnet en informatique, c'est un bac à sable. C'est un réseau stérile, totalement isolé des pressions du vrai marché. Le but, c'était juste de tester le code, voir comment les serveurs gèrent l'afflux de monde, traquer les bugs. Donc les pièces que les gens voyaient sur leur écran, c'était du vent. Exactement. C'était juste des variables dans une base de données. Il n'y avait absolument aucune contrepartie financière. D'accord. Et là, bam, le passage au mainnet ouvert enlève tous les filets de sécurité. Moi, j'aime bien l'analogie de la serre. C'est comme si tu avais une serre privée et soudain, tu l'ouvres au grand marché public. Ah ouais, c'est une très bonne image. Pendant des années, tu as cultivé tes petits fruits à l'abri, sans parasites, et d'un coup, on ouvre les portes. Les fruits sont sur le marché public, ils prennent une vraie valeur, mais ils sont aussi exposés aux intempéries, à la concurrence et aux prédateurs. Aux prédateurs surtout, parce que la mécanique même de la blockchain rend cette exposition hyper brutale. La migration vers le mainnet, ça veut dire que les pièces passent dans un vrai portefeuille numérique décentralisé. L'utilisateur devient son propre banquier, en fait. C'est exactement ça. Et la friction est énorme. Si tu fais une erreur de saisie ou si tu perds ta phrase secrète, il n'y a pas de service client à appeler. C'est irréversible. Et ça, les escrocs le savent très bien. Ouais. Les sources mentionnent d'ailleurs que des réseaux entiers s'échauffent comme pour une finale de Ligue des Champions. Complètement. Ils déploient des types de manipulation psychologique de fou pour vider les portefeuilles des gens qui, pour beaucoup, découvrent tout juste la gestion d'actifs numériques. Mais tu sais, au-delà des arnaques, il y a un truc qui me chiffonne. Une vraie remise en question. La majorité de ces dizaines de millions d'utilisateurs, c'est pas des experts de la finance décentralisée. Non, clairement pas. Ils ont juste cliqué sur un bouton en espérant devenir riches. Du coup, est-ce que l'ouverture du réseau ne risque pas de provoquer une vente massive immédiate, ce qu'on appelle un dump? Dès qu'un prix s'affiche, tout le monde vend pour récupérer des euros ou des dollars. C'est la menace existentielle absolue pour toute nouvelle crypto-monnaie. Et c'est justement pour ça qu'ils ont opté pour une transition très lente. C'est pas de la paresse de la part des développeurs, contrairement à ce que certains pensent. Ah, c'est fait exprès. Oui, c'est une collecte de données comportementales à une échelle industrielle. Le système surveille les portefeuilles pour établir un profil de risque. En gros, il filtre le réseau en temps réel pour séparer les spéculateurs à court terme, ceux qui vendraient tout direct, des utilisateurs qui sont prêts à vraiment utiliser l'actif. D'accord, je vois. Ils testent pour voir qui a les mains faibles et qui a les mains fortes, comme on dit dans le milieu. C'est ça. Et ça soulève une question hyper importante sur la notion de valeur réelle qui doit être dictée par l'usage et pas juste par la spéculation ou des tweets. Ce qui nous amène direct au deuxième gros point. Le choc des mathématiques. La fameuse GCV, ou Global Consensus Value. Ok, décortiquons tout ça, parce que là, on rentre dans la folie pure. Oui, la GCV, c'est cette idée où la communauté décide unilatéralement du prix. Souvent, ils ciblent 314 $ ou même 314 519 $ en référence à Pi. Mais c'est mathématiquement impossible. Enfin, prenons juste les chiffres. On parle d'une offre théorique de 100 milliards de pailles. Disons qu'il y en a 10 milliards en circulation. Pour une population mondiale de 8 à 9 milliards d'humains, oui. Ce qui fait environ une pièce par être humain. Mais si on prend une moyenne base de, disons,
12 pi par utilisateur actif. Si un paille vaut 314,159 $, chaque personne a soudainement près de 3,8 millions de dollars dans la poche. Ouais, le calcul est vite fait. L'argent perd tout son sens à ce niveau-là. Si tout le monde devient millionnaire du jour au lendemain, sans aucune nouvelle production de richesse, c'est l'effondrement. C'est de l'hyperinflation pure et dure. Pour donner un ordre d'idée à notre audience, la richesse totale mondiale, en comptant l'argent liquide, l'immobilier et tout, c'est estimé entre 400 et 500 billions de dollars, des trillions en anglais. D'accord. Si Pi atteignait cette JCV avec son offre actuelle, la valorisation du réseau dépasserait de très loin la taille de l'économie mondiale tout entière. C'est lunaire. L'exemple historique parfait, c'est le Zimbabwe. Quand ils ont commencé à imprimer des billets de 1000 milliards de dollars, l'économie s'est effondrée. Un simple pain coûtait des millions, la monnaie n'avait plus aucune valeur. Donc on ne peut pas juste décréter qu'une monnaie vaut des millions, il faut réduire l'offre, non? Il faut créer de la rareté. Exactement. Et le seul moyen technique pour ça, c'est de brûler des pièces, faire un burn massif. Les détruire à tout jamais. Voilà. Comme l'a fait le Binance Coin, le BNB, qui est passé de quelques centimes à plus de 300 $ en réduisant son offre. Pour Pi, il faudrait probablement réduire les 100 milliards d'unités à seulement 4 ou 5 millions pour que cette valeur ait un sens mathématique. Waouh! Passer de 100 milliards à 4 millions, c'est une contraction violente. C'est le prix à payer pour éviter de détruire l'économie mondiale si on veut appliquer leur GCV. C'est pour ça qu'il faut faire la différence entre un cri de ralliement communautaire, ce chiffre de 314, et une vraie valorisation de marché. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Puisque la magie mathématique ne marche pas, comment ce réseau compte-t-il construire une vraie économie étape par étape? Et c'est là qu'intervient l'alliance de l'industrie GCV avec son modèle hybride. Oui, le modèle hybride, c'est très pragmatique. Imagine un petit commerce, un café par exemple. Il peut accepter des paiements, disons, moitié en monnaie fiduciaire, en euros ou en dollars, et moitié en Pi. C'est comme des roulettes d'apprentissage pour les commerçants en fait. Tout à fait. Ça leur permet d'attirer une clientèle de pionniers hyper fidèles qui veulent dépenser leurs cryptos. Ils font le plein de nouveaux clients sans risquer de couler leur trésorerie. Parce que le boulanger, à la fin du mois, il doit payer son loyer et sa farine en euros. S'il prenait 100% en crypto-monnaie volatile, il fermerait boutique en 2 semaines. C'est ça. C'est un peu comme la source utilisée, une super analogie. C'est comme acheter un terrain à Dubaï avant que ça ne devienne une métropole mondiale. Tu prends un risque calculé au début. Mais ce qui m'a fait halluciner dans cette section des sources, c'est l'histoire du centre de commandement, le fameux testnet monitor. Ah oui, c'est le cerveau du réseau. Mais normalement, un moniteur de blockchain, c'est juste un tableau de bord. Tu regardes les transactions passées, point barre. Là, les sources nous disent qu'il bloque activement les transactions qui ne respectent pas le prix de la GCV. Oui, et techniquement, c'est assez dingue. Ce centre de commandement examine les métadonnées. Si tu vends un café et que le réseau estime que tu as demandé trop de Pi par rapport au consensus communautaire, la transaction peut être rejetée ou marquée comme abusive. Mais c'est fou ça. Une blockchain n'est pas censée être totalement neutre et décentralisée. Normalement, si. C'est basé sur 3 facteurs dynamiques de marché. La peur, les nouvelles et la chance. Mais ici, c'est surtout basé sur la mentalité de la communauté. Ils ont instauré un système de contrôle inattendu pour forcer cette transparence et ce respect du prix. On va clairement y revenir à la fin parce que philosophiquement, c'est une bombe. Mais avant ça, parlons de l'horizon technologique. Parce que payer des cafés, c'est cool, mais ça ne fait pas une économie mondiale. Ils ont besoin de liquidités lourdes. Et d'infrastructures. C'est là qu'intervient le projet OpenMind. C'est littéralement surnommé l'Android pour les robots. Le côté science-fiction du projet. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement? En gros, les millions d'utilisateurs peuvent faire tourner des nœuds, des nodes, sur leurs ordinateurs personnels. Ces ordinateurs fournissent de la puissance de calcul pour entraîner des systèmes d'intelligence artificielle. Donc mon PC portable aide à faire tourner une IA, et en échange, je suis payé en Pi. Exactement. Ça donne une utilité réelle et immédiate au réseau, bien au-delà de la spéculation. Mais, et il y a un gros mais, sans liquidité externe, ça reste un circuit fermé. C'est pour ça que tout le monde attend une cotation sur des plateformes comme Binance. Binance, c'est vraiment l'Amazon des actifs numériques. Une cotation là-bas, c'est l'accès à une liquidité massive, l'exposition au monde entier, au lieu de juste faire du troc avec son voisin. C'est vital, parce qu'actuellement, la valeur dans l'application est purement spéculative. Et comme le processus officiel de vérification d'identité, le KYC, prend du temps, ça crée un gros risque. Le fameux marché noir. Ouais.
L'impatience pousse les gens vers des vendeurs au noir en dehors des clous. Les sources insistent lourdement là-dessus. Il ne faut surtout pas partager son identité ou ses clés en dehors du processus officiel, sinon c'est l'arnaque assurée. Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, comment tu évalues tout ça? Il faut vraiment garder en tête que c'est expérimental. La vraie force de Pi, franchement, ce n'est pas son code ou sa tech, c'est son intégration sociale. Le fait qu'ils aient des dizaines de millions de personnes engagées. Voilà, c'est la ressource la plus rare dans toute l'industrie crypto. Avoir une communauté active, c'est le Graal, mais sans la liquidité d'un Binance, cette immense communauté reste bloquée dans un vase clos. Ce qui résume parfaitement cette transformation hallucinante. On part d'une petite validation technique sur smartphone pour arriver à un défi psychologique de masse. Avec les limites mathématiques de l'hyperinflation au milieu, C'est ça. Et tout cet espoir d'un système financier inclusif porté par l'IA et les commerçants locaux. Mais pour clôturer cette analyse, tu as évoqué une réflexion inédite sur cette histoire de centre de commandement. Et je crois que c'est le moment d'en parler. ouais, c'est une pensée assez provocatrice qui m'est venue en croisant les sources. Réfléchissons 2 secondes. Tout ce projet se veut être le summum de la décentralisation, non? Le pouvoir au peuple, l'indépendance face aux banques. C'est la promesse de base de la crypto, oui. Sauf que, si la valeur de la monnaie, cette fameuse GCV, n'est maintenue que parce qu'un centre de commandement technique bloque activement les transactions de ceux qui vendent moins cher, Hmm. Attends, ben oui, la communauté n'a-t-elle pas accidentellement recréé exactement l'équivalent d'une banque centrale stricte et autoritaire? Mais oui. Au lieu que ce soit des types en costume qui fixent les taux, c'est un algorithme géré par la foule qui t'interdit de vendre à ton propre prix. C'est le contrôle des prix absolu. C'est l'ironie ultime du système, une banque centrale décentralisée. Eh ben, c'est sur cette contradiction fascinante qu'on va laisser l'audience méditer. On invite vraiment ceux qui nous écoutent à garder un esprit critique, à faire leurs propres recherches sur tout ça. Observez attentivement la suite, parce que c'est une plongée incroyable dans la nature même de ce qui donne de la valeur à l'argent. Merci de m'avoir reçu pour en discuter, c'était passionnant. Merci à toi et à la prochaine pour un nouveau décryptage.